Moi, j'avais pas fait appel à un compositeur de musique de film pour les films précédents. Et quand j'ai travaillé sur Douce, je me suis dit, ben voilà, j'avais écouté les musiques de Laurent et je lui avais proposé tout simplement de voir le film. Est-ce qu'il avait quelque chose qui me convenait? J'avais besoin d'une musique vraiment à un moment assez précis du film. Donc on a travaillé à partir de là ensemble. Donc dans Douce, on a une musique qui intervient en fait assez tardivement, c'est-à-dire à peu près aux trois quarts du film, mais qui a un rôle très très important à ce moment-là, et une musique de générique de fin sur ce film-là. Voilà, ça c'est la première collaboration. Ensuite, alors c'est pas trois moyens métrages exactement. On va dire, il y a 12 quasi moyens métrages. Où je mets ma pudeur dure 20 minutes. Donc ce n'est pas un moyen métrage. Voilà, j'y tiens parce que quand même, pendant des années, j'ai fait très attention aux durées. Il y a des gens qui envoyaient des films de 20 minutes. Alors bon, voilà, si aujourd'hui ils se disent ah bon, c'est un moyen métrage 20 minutes, bon, ils vont m'en vouloir. Et Une histoire de France est vraiment un moyen métrage 30 minutes. Voilà. Très bien. Alors, il y a une cohérence, je trouve, dans tes trois films, là, 12 donc, où je mets ma pudeur et une histoire de France, qui seraient des portraits de femmes qui ont chacune des errements dans leur désir, et à un moment donné, il y a le dévoilement de ce désir. Donc, que ce soit dans Douce, où à un moment donné, elle se fait surprendre, à un moment donné dans le film, de son errement dans le désir. Il y a Où je mets ma pudeur, où justement, elle se fait surprendre dans le fait d'enlever le voile, c'est peut-être aussi la surprendre. Et dans Une histoire de France, également, elles se font surprendre, elles s'attendaient peut-être pas à éprouver ce qu'elles ont éprouvé dans le film. Et la musique, quel rôle la musique a à jouer en fait dans ce dévoilement? Alors oui, dans Douce, en effet, en fait, l'intervention de la musique, c'est un film très silencieux. Ça se passe dans un hôpital, dans un service où les patients sont dans le coma. Donc un environnement sonore quand même d'un niveau assez bas. On a simplement les conversations entre le personnel. Dans la salle de garde, dans la salle, dans les bureaux, voilà. Et dans les couloirs, dans les chambres, c'est très très calme. Il y a parfois simplement les bips des appareils respiratoires, des choses comme ça. Donc quand on a sur quasi 30 minutes, au moment où intervient la musique, c'est-à-dire au bout d'une vingtaine de minutes, il y a une vraie surprise en fait. C'est assez surprenant d'avoir une musique parce que c'est vrai que voilà, le niveau sonore est assez bas et la musique est volontairement à ce moment-là mise très en avant. Elle intervient à un moment où le personnage principal, Douce, se réveille, revient à l'hôpital après un certain nombre d'événements, et la musique a aussi joue un peu le rôle comment dire, montre l'emballement du personnage en fait, oui. L'urgence qu'a le personnage. Son secret, on va dire, a été révélé, voilà. Et c'est à ce moment-là, au bout de 20 minutes de film, que la musique apparaît. Alors la question c'est, est-ce que tu savais dès le départ, à l'écriture, que la musique allait apparaître au bout de 20 minutes, ou c'est dans votre discussion que ça s'est... Non, je savais pas à l'écriture. Je trouve que c'est un truc hyper difficile de savoir quand on écrit à quel moment il y a de la musique précisément. Moi, alors là, vraiment, j'ai jamais mis dans un scénario jusqu'à présent telle musique arrive, ou une musique arrive, ou tel type de musique arrive. Ça me paraît impossible. Même pour être franc, en fait, pour moi, la musique, il faut vraiment qu'il y ait une grande nécessité à ce qu'elle apparaisse dans un film. C'est vrai que Sébastien, il est très économe en musique. Pour Où je mets ma pudeur, en fait, il devait y avoir au départ 2 séquences de musique, une vers le tableau dans le Louvre, et une au générique fin. Il a gardé la musique que pour le générique fin. Donc c'est vrai que quand il met de la musique, c'est qu'elle est vraiment extrêmement désirée à cet endroit-là. Il m'en veut encore un peu. Non, non. Mais j'étais sûr, je savais qu'il allait le dire. Je savais. Je m'étais préparé, hein, parce que c'est un énorme litige entre nous. Hein. Non, mais oui, c'est vrai. Alors, oui, dans Où je mets ma pudeur, par exemple, pareil, je savais pas du tout à quel moment j'aurais besoin éventuellement de musique. C'est toujours au montage, en fait, où je me dis,
Voilà, là, il y a un besoin dans la mise en scène, en fait. C'est pas parce que ce serait joli, parce que ça viendrait combler quelque chose, parce que ça viendrait soutenir une émotion. Moi, je trouve ça un piège souvent. Et en effet, dans Où je mets ma pudeur, donc il y a les 5 premières minutes du film, disons, le personnage se rend au Louvre, va regarder la grande odalisque de Ingres. Donc c'est une vraie rencontre en fait entre le personnage et cette grande odalisque, cette peinture, ce personnage qui est peint. Il y a un vrai dialogue intérieur qui se joue dans les regards entre elles deux. Et moi-même, j'avais dit à Laurent, regarde, c'est peut-être à ce moment-là où je vais avoir besoin de musique. Donc Laurent a composé quelque chose, particulièrement pour ce moment, c'est-à-dire avec les images. Avec les images, j'avais donné un quick time avec ce moment-là. Il m'envoie quelque chose qui était en soi très bien, mais comme je me méfie beaucoup en fait du fait qu'on souligne parfois trop les émotions avec la musique, la rencontre me semblait suffisamment forte entre ces deux personnages en fait pour que on l'a essayé avec la monteuse, on a essayé, puis comme on fait toujours, parce que on triture toujours la musique qu'un compositeur nous donne, donc ce qui est violent pour les compositeurs. Non, ce qui est violent aussi. Non, si, tu l'as déjà dit. Ah bon Si. Et non mais c'est normal parce qu'ils nous donnent quelque chose, un morceau qu'ils ont composé à l'image près. Et puis nous, on coupe dedans, on s'arrange, on finit la musique un peu plus tôt que ce qu'ils avaient imaginé. On fait du montage son dedans, des fois on fait des barbaries atroces, on coupe le morceau au milieu, on enlève quelques secondes pour... Voilà. Donc et puis finalement je me suis dit, cette musique est restée quelques jours, comme ça on continue à travailler sur le film. Et en fait, je me suis dit que non, il fallait pas... En fait, c'était en trop. En fait, c'était en trop par rapport à la rencontre entre les deux personnages. Et en fait, cette séquence, elle est travaillée différemment. Elle est travaillée musicalement, mais pas avec de la musique, mais avec des sons. Donc il y a une... On a presque l'impression d'entendre une musique quelque part. Ouais. Oui, alors c'était voulu. C'était pas avoir une musique directement, pas identifiée comme une musique pour le spectateur, mais qu'il y ait, c'est un moment de basculement pour le personnage, qu'il y ait quelque chose d'étrange, c'est-à-dire qu'on a le son ambiant du Louvre, c'est-à-dire les gens derrière qui marchent. Au Louvre, dans les grandes salles comme ça, il y a beaucoup d'écho, enfin une grande réverbération. Donc même les pas, on les entend beaucoup. Dès que les gens même parlent pas très fort devant un tableau, il y a un brouhaha en fait assez permanent. Donc il y a ce brouhaha et ce brouhaha monte petit à petit. Et en fait, ça a été un gros travail de montage son. Alors, c'est pas de la musique directement, mais c'est quand même un petit peu... c'est un travail musical avec des couches au montage son qu'on a superposées. On a mis beaucoup de temps à faire ça. Ça a été un travail assez long avec le monteur son. Et dans l'idée que... Donc, c'est un chant contre chant. On est sur Afzia Herzi qui interprète le personnage principal. Et des gros plans sur des détails du tableau jusqu'au visage de l'odalisque. Donc il y a une progression comme ça, son regard se balade. Et il y a un moment où, dans la mise en scène, dans la caméra s'allie s'interpose entre leurs deux regards. Donc on a presque l'impression que la comédienne regarde la caméra et que la peinture, l'odalisque sur la peinture regarde la caméra. En fait, elle se regarde vraiment, elle. Donc, il y a un chant contre chant, comme dans un dialogue, comme si elle parlait. Et ce que j'avais demandé au monteur son, c'est donc il y a cette montée comme ça, régulière, et en fait de couper certains sons. Certains sons sont coupés à la collure en fait de chaque plan. C'est très infime, mais ça change vraiment quelque chose. C'est-à-dire que quand on est sur Afzia Herzi, on a un type de son. Quand on est sur la grande odalisque, on a un autre type de son, avec une unité qui est donnée par la base qui monte comme ça. Donc voilà, il y a un vrai, c'est très particulier. Plus des sons, on a mis des infrabasses, des choses comme ça, qui sont des choses pas audibles, je dirais.
réellement, mais que le cerveau enregistre, pour créer une impression très très particulière, qui est presque la stupeur de cette rencontre. Voilà. Et donc voilà, c'est un travail musical Par le son. finalement par le son. Et du coup, tu évoquais donc la nécessité finalement qui est pour toi importante dans l'emplacement ou de la musique ou pas de musique. Ça se justifie évidemment dans Douce et où je mets ma pudeur, dans la mesure où Douce se passe dans un hôpital et où je mets la pudeur dans un musée, qui sont deux lieux finalement assez silencieux. Est-ce que justement pour toi en tant que réalisateur, tu as ce souci du réalisme, et pour toi est-ce que la musique, t'as peur qu'elle aille à l'encontre de ce souci de réalisme? Oui. Ça m'arrive souvent que dans un film, je suis un peu gêné de l'arrivée soudaine d'une musique. Globalement, en fait, la musique me dérange quand elle est, bizarrement, quand on l'entend pas vraiment. Moi, je suis très surpris. Certains films, je réécoute des fois les BO ou sur iTunes parce que ça m'a intéressé. Et je regarde, je me dis, ah ouais, il y a 1h15 de musique sur un film de 1h45, mais elle était où cette musique en fait? Souvent, il y a des rajouts en fait. Ouais, Souvent, sur les BO, on met des choses qui nous plaisaient, qu'on a composées et qui n'ont pas été prises. ouais, mais quand même, il y a des films où. Bon, d'accord. Ah oui, pardon. Oui, bon, on fera ça, t'inquiète. Mais parfois il y a aussi Non, des mais je musiques note, qui sont tellement en dessous que Ouais, voilà, on c'est fait ça. pas attention. Elles sont sous les dialogues, il y a des nappes comme ça. On n'y fait pas attention. Bon, sans doute c'est très bien. Non, de mais pas y faire attention. même nous, compositeurs qui avons une écoute parfois énorme par rapport à la musique, on se laisse avoir par ce qui se passe dans le film et on est obligé de revenir en arrière pour réécouter la musique parce qu'elle a été tellement bien embriquée avec le film qu'en fait on n'a pas eu l'occasion de l'entendre vraiment. Ouais, mais alors moi je me dis, si la musique doit apparaître à un moment, autant qu'on l'entende vraiment. Et j'aime beaucoup les films où la musique elle arrive d'un coup, donc on n'est pas du tout dans un souci réaliste, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. De toute façon, ce qui est totalement réaliste au cinéma, enfin c'est pas le réel, le cinéma, il n'y a pas de, enfin bon bref, c'est un autre débat, mais autant voilà, la mettre très en avant et elle a une vraie utilité, elle joue quelque chose à certains moments très précis du film. Et ça, je préfère, en fait. Plutôt que des kilomètres de plage comme ça, en dessous, toujours. Voilà. Ça m'ennuie, donc c'est ce que j'essaye de faire et ce que j'ai vraiment assumé d'ailleurs dans Une histoire de France, en fait. Alors on reviendra sur Une histoire de France dans un instant, peut-être avant, par rapport à Douce et Où je mets la pudeur. Est-ce que toi, tu laisses carte blanche à Laurent sur la musique en elle-même, ou alors tu lui donnes des petites indications, je veux tel instrument, ou tu donnes des références en faisant écouter des trucs, par exemple? Non, je crois, je laisse assez carte blanche. C'est extrêmement open. Et on rigole avec l'utilisation qui n'a pas été faite de la musique dans Où je mets ma pudeur, mais c'est pas du tout un problème. Hein. Tu sais, il n'y a pas de dilemme. Non, tu m'as jamais donné aucune indication, je trouve. Non, mais parce que, alors, d'abord, moi, je ne suis pas musicien, je suis incapable de dire, ah tiens, dans telle musique, on entend tel instrument. Enfin, si un piano, je reconnais. Non, mais il vaut mieux parce qu'il y a des réalisateurs qui donnent des indications et ils se trompent en fait. Ils parlent de style de musique et c'est pas le style auquel ils pensent. Il y en a qui parlent de musique très contemporaine avec de la musique sérielle alors qu'ils pensent à du minimalisme comme Philippe Glass. Donc parfois, il vaut mieux rien dire ou simplement exprimer avec ses mots ce qu'on veut et c'est au compositeur de comprendre et d'interpréter. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il vaut mieux. Puis bon, je lui fais très confiance à Laurent parce qu'il est. Et puis même, en fait, je pense que c'est même pas. Ce serait même pas notre mode de communication parce que Laurent est plutôt très intuitif. En fait, il vaut mieux que je lui montre les images, le montage, et il va proposer des choses. Après, si je dis c'est pas du tout ça, c'est pas grave, et il comprend, et voilà. Non, je saurais pas dire tel instrument plutôt que tel autre. Si ce n'est que oui, je t'avais dit pour Une histoire de France que voilà, j'avais envie de cordes plutôt que de piano comme auparavant sur Douce par exemple, où c'est beaucoup de piano. Mais sinon non, je suis pas. Non, parce que c'est tellement. Enfin, de toute façon, c'est toujours difficile de parler de musique. En fait, je sais même pas comment. Voilà, quelque chose que j'entends moi plus ou moins. Ou alors même des fois j'entends pas du tout, je sais pas du tout quoi. Donc autant qu'il. Et puis bon, ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie régulièrement ses dernières compositions. Pardon. Et c'est important d'abord parce que ça m'intéresse
et que c'est un plaisir. Et c'est des choses que j'écoute souvent en écrivant. Moi, j'écris souvent en écoutant pas mal de musique, en fait. Dont celle de Laurent, du coup. Et dont celle de Laurent, oui, Ok. oui. Oui, oui, mais même si je sais que je vais pas les utiliser dans ce film-là, c'est important pour moi d'avoir régulièrement des nouvelles choses à écouter parce que on écrit et puis on se lasse à un moment de quelque chose. Il faut écouter autre chose parce que on reprend une version de scénario. J'ai pas envie de réécouter ce que j'ai écouté pendant 3 semaines sur telle version. Donc il m'envoie et puis voilà, je découvre ce qu'il fait pour d'autres réalisateurs et c'est intéressant parce que je suis aussi son évolution en fait, tout simplement. Et Laurent, du coup, alors, dans cette relative carte blanche, qu'est-ce qui t'inspire, toi, le plus? Est-ce que c'est la lecture du scénario, les personnages, ou alors tu vois le film, l'image qui t'inspire? Souvent, j'ai eu le scénario avant, hein, je crois. Ou parfois j'ai eu le film. Non, mais c'est ce que me dit en fait Sébastien qui m'inspire. C'est ce qui me raconte du film qui m'oriente dans les idées qui vont arriver. Ce qui est le cas aussi auprès de Costa Gavras, Clapiche, Varda, Carl Zero, comme j'évoquais ces collaborations. Ça a toujours été le cas ou c'est vraiment au cas par cas? Chaque réalisateur est différent? Oui, chaque compositeur aussi, c'est là où il faut trouver un moyen d'entente et de communication. Oui. Non, c'est tout. Il y a toujours différent, même avec le même réalisateur, ça change. Et, non, il n'y a pas de choses qui sont tout le temps à l'identique. Donc c'est la discussion avec le réalisateur qui t'inspire, plus que l'image, en fait, en quelque sorte. L'image peut m'inspirer, mais ça part toujours d'une discussion. Souvent, je vais faire ça et on m'explique quelle est la tenue du film. Voilà. Agnès Varda, elle est en train de tourner en ce moment. Je ne sais pas si je vais faire son nouveau film avec JR, mais on est en discussion tous les deux. Et voilà. Et en plus, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est parce qu'elle avait prévu de ne plus faire de cinéma parce que c'était trop fatigant pour elle. Elle a quand même bientôt 87 ans ou 88. Là, ça a l'air complètement... c'est les plages d'Agnès exposant 10 au point de vue de la folie. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, là, c'est pareil. Je vais proposer des musiques. Elle les écoute en ce moment. Elle regarde. Elle n'a pas trouvé forcément, elle m'a dit, de musique où elle s'est dit c'est exactement ça, mais ils commencent juste le montage maintenant. Et on verra. Par rapport au format moyen-métrage, l'économie est peut-être différente que par rapport à un long, j'imagine. Laurent, qui a fait du long-métrage et du moyen avec Sébastien, est-ce que tu vois une différence dans le budget? Mentionnons notamment qu'avec Douce, tu as été enregistré ta musique avec un orchestre à Prague. Non, c'est un quatuor à cordes, mais je l'avais déjà enregistré avant. Ouais, parce que j'ai vu l'orchestre de Prague au générique de fin. Alors, il y a peut-être un... Ouais. Enfin, dans le générique de fin de Douce, il y a marqué l'orchestre de Prague. Ah oui. Ouais. D'accord. Si, parce que tu avais, je me souviens mieux que toi alors. Ouais. Tu avais une session d'enregistrement à Prague avec l'orchestre philharmonique de Prague pour un autre projet et tu en avais profité pour caser l'enregistrement. C'était une musique très courte, il devait y avoir 1 minute 30 et tu avais profité de ce moment-là pour... Oui, pardon, je me trompais de film en fait. Oui, pour Douce, j'ai pris un tout petit peu de ce que j'avais pour Prague. Mais je l'ai enregistré pour toi à Prague. Hein. Oui, je sais. Enfin, je veux dire, il avait été peut-être préconçu à un moment avant, mais c'est pour toi que je suis allé là. Enfin, voilà, j'ai enregistré. Oui, je pensais qu'on était toujours sur une histoire de France. Non, sur Douce. Oui, tout à fait. Douce. Il y a piano, cordes, orchestre de Prague. Du coup, dans ce format moyen-métrage où il n'y a pas forcément de budget, il y a des petites astuces à trouver. Il n'y a pas de budget même du tout. Donc il y a des astuces à trouver. J'ai profité d'une séance que je m'étais payée là-bas pour plusieurs projets. J'avais insisté, enfin voilà, j'avais mis un point d'honneur à pouvoir enregistrer Douce là-bas pour qu'il ait des vrais musiciens. Et il y avait 50 musiciens, oui. Comme le cinéma italien des années 70, où à côté d'un film de Sergio Leone, une série B profitait du plateau du film de Sergio Leone. Donc il y a un côté comme ça d'astuce. Et c'est ce qui si je peux rebondir là-dessus, c'est ce qui me plaît énormément en fait, que j'essaye de faire maintenant. Dans les années 70 et 80, quand on enregistrait, je pense que les choses allaient très vite. Il n'y avait pas d'ordinateur, de choses comme ça, donc on faisait une séance, après on allait vers une autre séance, on écrivait, c'était juste, l'encre avait presque pas fini de sécher, qu'on donnait ça aux musiciens, on enregistrait. C'est vraiment ce que j'essaye de retrouver maintenant, même quand j'enregistre avec un quatuor à cordes. Ça ne veut pas dire d'aller le plus vite possible, mais c'est surtout avec un budget limité, de pouvoir enregistrer des choses le mieux que l'on peut, et de ne pas rester faire 3 séances sur 20 minutes, ce qui est un budget énorme, mais c'est surtout de garder la fraîcheur des musiciens
et de s'en servir dans la musique, même si parfois il y aura peut-être un tout petit peu de défauts, mais qui ne seront pas du tout gênants. Ces défauts-là, on les entend énormément dans les films des années 70, parce qu'on sent que ça a été fait d'une manière joviale, et c'est vraiment ce que j'essaye de retrouver là. C'est pour ça que quand j'enregistre dans des orchestres, même quand je vais, beaucoup plus rarement, mais à Abbey Road, j'utilise toujours les 20 minutes maximum d'enregistrement là-bas pour avoir quelque chose, pour avoir tout ce qu'il faut, plutôt que de me dire on va répéter, re-répéter, re-répéter. Bon, là-bas, c'est sûr que ça joue très bien dès le début, mais c'est bon d'avoir de la cohérence sonore, et voilà. Et Sébastien, tu voulais rebondir sur le budget, je crois, par rapport à la musique? Ah oui, non, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu se payer l'orchestre philharmonique de Prague, l'orchestre de la radio de Prague, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Non, je sais pas. Je voulais être précis, mais non, c'était impossible. Donc voilà, voilà, Laurent a eu l'intelligence de profiter de cette session-là pour inclure voilà cette partition-là, ce qui est quand même génial parce que voilà, il m'avait envoyé une petite vidéo où il y a les 50 musiciens qui jouent. Le morceau, c'est incroyable. Voilà, pour un cours, enfin voilà, ça fait rêver en fait d'avoir ça. Alors avant de continuer avec d'autres invités, une histoire de France donc. Alors après une musique sur 12 qui intervient au bout de 20 minutes, après uniquement le générique de fin de Où je mets ma pudeur, une histoire de France, la musique pour le coup arrive tôt, au bout d'une minute 30 il y a déjà une musique. Mais en revanche, dans cette discrétion finalement de la musique, cette discrétion est présente dans une histoire de France, dans la musique elle-même. Et Laurent pourrait peut-être en parler, c'est-à-dire qu'en fait tu intègres des silences dans ta musique. C'est-à-dire que la musique de Une histoire de France est comme un reflux comme ça, des vagues, où la musique s'arrête, reprend. Donc voilà, c'est intéressant. Ça c'est Sébastien, qui a trouvé l'idée d'élargir les silences qui étaient déjà dans cette musique pour qu'elle intervienne comme des petites virgules au début avec le quatuor à cordes. Voilà, tu peux en dire plus si tu veux. Oui, alors oui, dans ce film, il y a la musique, elle arrive très tôt et elle intervient assez régulièrement tout au long du film. Et ça, c'est ce que j'entendais dès l'écriture du film. Je savais qu'il y aurait une musique plus importante, mais pas forcément un morceau de musique d'une minute là ou 45 secondes là, ou voilà. Mais plutôt, comme tu viens de dire, des virgules, des ponctuations. Je savais pas ce que ça serait. C'était difficile de dire, voilà, j'entends ça. Moi, je suis incapable de l'expliquer vraiment. Et parmi les musiques donc Antoine, je sais pas pourquoi, Antoine, non, que Laurent m'envoie, il y avait une musique que j'aimais beaucoup et que j'ai mise sur le montage. Et ça, j'ai fait ça en fait à des moments où, par exemple, je demande à la monteuse aussi plein de moments. Enfin, je lui demande pas d'ailleurs parce que simplement parce que par exemple, on montait chez moi tout simplement. Il y a des moments où voilà, elle est pas là, on a fait notre journée, etc. Et moi je bidouille derrière. Bon, elle n'aime pas toujours ça, mais bon, c'est comme ça. Donc je bidouille, donc je prends la musique, je colle la musique que je semblais entendre et je me suis dit ah mais oui, j'ai entendu ça là, je dois avoir ça quelque part dans l'ordinateur. Pof, je coupe comme ça et je l'ai posé comme des ponctuations en effet tout au long du film. Et bon, sans savoir si je pourrais l'utiliser. Alors ça c'est toujours c'est un piège hein, de mettre de la musique, c'est un piège dans lequel tout le monde tombe plein de fois. C'est de mettre une musique, puis après les gens appellent le compositeur. Une musique, alors là c'était une musique de Laurent, mais ça aurait pu être une musique de n'importe qui d'autre aussi. Ça aurait pu m'arriver. Et après on appelle le compositeur, on dit ah oui c'est super, là on a mis un truc et tout. Et le compositeur est là, ouais mais oui, faut que je fasse pareil sans faire pareil quoi en fait quoi. Compliqué quoi. Et là je lui ai dit pareil, mais sauf que bon c'était quand même sa musique mais cette musique existait déjà sur un projet. C'était un projet qu'on avait avec Eliette Abécassis, écrivain, sur sa pièce de théâtre qu'on avait montée, qui était toute prête, qui s'appelait
J'ai un trou de mémoire. Mais Mais sur ça va un de tes revenir. autres projets, Ouais, mais en fait, ce vous projet l'avez- est tombé à l'eau alors que la pièce a été montée une fois. On avait trouvé les comédiens. C'était en plus le petit théâtre des Champs-Élysées, le studio théâtre des Champs-Élysées qui pouvait la prendre et la faire tourner en France après. Et en fait, c'est tombé à l'eau. Et donc, j'avais ce que j'avais enregistré à mes frais en quatuor à cordes pour cette pièce dont j'étais persuadé que ça allait tourner et qui m'était resté sur les bras. Et toi, tu le savais pas quand je te l'avais donné. Donc, j'ai eu un petit moment d'hésitation parce que quand une musique est prévue pour quelqu'un, si on l'utilise ailleurs, est-ce qu'on peut ou pas, tout ça. Et finalement, elle a trouvé sa vie dans le film de Sébastien, et ce qui est très bien, je trouve, parce que finalement, maintenant, cette musique est affiliée à ce film exclusivement, et plus à la pièce. je ne sais pas si tu sais Sébastien, mais comme tu évoques ton travail sur la musique de Une histoire de France, un réalisateur travaillait comme ce que tu as fait, alors je ne sais pas si tu le sais, mais c'est Godard, qui notamment dans Vivre sa vie, en fait, mettait des silences, donc il coupait la musique de Michel Legrand et intégrait des silences. Voilà. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, Agnès Varda disait que elle avait trouvé son nouveau Michel Legrand avec Laurent. Et donc, du coup, il y a une nouvelle rencontre, finalement. Après Godard, Michel Legrand, il y a... J'ai trouvé mon nouveau Séba- Godard. Ouais. voilà,